La comédienne et le féminisme. Voilà un bien gros titre. Mes lecteurs jugeront fort impertinente la signature de ces lignes. Comment diable une comédienne du boulevard s'avise-t-elle d'agiter, si peu que ce soit, la question sociale? Quelle outrecuidance! À la vérité, je n'aurais jamais nourri le fol espoir de publier cette étude si de bienveillants amis ne m'avaient prié de l'écrire à la suite d'une conversation où j'eus l'imprudence d'émettre les idées qu'elle contient. Laissons donc parler mon naturel. Le féminisme est à l'ordre du jour. Ce n'était qu'un mot tant qu'il ne fit couler que des flots d'encre. Depuis que tout près de chez nous, il a fait, hélas, couler le sang, c'est devenu un angoissant problème. Les femmes d'outre-Manche ont pris au sérieux la revendication de droits pour lequel les Françaises ne songent pas à combattre avec une si violente ardeur. Les dramaturges anglais ne seraient pas embarrassés s'ils songeaient à adapter au théâtre des drames féministes entièrement vécus. Les actes des suffragettes, encore qu'ils paraissent parfois ridicules et vains à nos yeux, ne manquent ni d'un certain courage, ni surtout d'un certain tragique. Cela ne veut pas dire que j'admire sans réserve les suffragettes et leurs gestes. Leurs prétentions, leurs réclamations du droit au vote et à la vie politique ne sont qu'un point de la question féministe. Il y en a d'autres d'importance aussi capitale, à commencer par le droit aux professions réservées aux hommes et d'autres encore. La question féministe est vaste et complexe. Et pour cela même, toute femme a une raison particulière de s'y intéresser et de tâcher à la résoudre. J'estime qu'une femme, quel que soit son état et sa condition, ne doit se désintéresser du féminisme. Elle doit rechercher en quoi et par quels moyens le féminisme peut changer, améliorer, relever cet état ou cette condition. C'est quand la femme veut s'élever, ne pas être inférieure à l'homme, l'égaler, voire le surpasser par toutes les ressources de son intelligence, de son instruction, de ses qualités propres, de son activité, de sa curiosité. La comédienne ne doit pas écarter de sa méditation ce problème, elle doit même s'en soucier, plus qu'une autre femme. Comment fera-t-elle son devoir de féministe? C'est sur quoi je vais me prononcer. Je suis obligée de poser avant tout cet axiome. La féministe est intelligente. J'entends par là, pour entreprendre la lutte féministe, pour comprendre le féminisme, la femme doit être intelligente. Je suis confuse de vous répondre, on peut être comédienne sans être intelligente. Dieu merci, les exemples n'abondent pas d'acteurs et d'actrices renommés dont la bêtise est avérée. Mais enfin, ces phénomènes ont existé et existeront toujours. Phénomènes, certes, sinon, comment expliquer qu'un être qui ne comprend pas puisse exprimer, qu'une femme qui ne pénètre aucune subtilité d'un texte donne l'illusion au spectateur qu'elle traduit parfaitement la pensée de l'auteur. Prodiges inexplicables? Il faut admettre que le don, la nature, le physique, la voix, l'extériorité et je ne sais quel instinct représentent une puissance formidable sur le théâtre. Sarcey avait émis ce paradoxe que non seulement l'acteur n'avait pas besoin d'être intelligent, mais qu'il valait même mieux qu'il ne le fût pas. Mais il semble indéniable que pour jouer le théâtre d'idées ou la comédie de caractère, il faut d'autres interprètes que des perroquets adroits. Voilà qui est clair. Le théâtre dit de situation périclite et meurt. C'est le cinéma qui le tue et le remplace. Le théâtre d'idées progresse. Plus le dialogue s'affinera, plus la comédie deviendra littéraire, sans cesser d'être scénique. Ce sera l'avenir et la suprématie incontestable du théâtre sur le cinéma. Plus le comédien devra être intelligent. Entendez-moi bien. La comédienne ne doit pas avoir un semblant d'instruction, de ce vernis qu'elle acquiert dans le commerce des auteurs et des journalistes. Tout cela est superficiel et ce qu'elle peut glaner et s'assimiler de ci, de là au cours des répétitions, des conversations, des dîners, ne formera pas son instruction qu'elle doit conduire, non au hasard des rencontres, mais avec méthode et progression. Et puis, ne confondons pas l'esprit avec l'instruction. L'esprit, tout le monde n'en peut avoir et tout le monde peut se servir de l'esprit des autres. L'instruction, tout le monde peut l'acquérir et personne ne peut étaler l'instruction de son voisin. Je veux dire que dans la vie, et surtout dans la vie du théâtre, il est plus facile de paraître spirituel que de faire preuve d'instruction. Remarquez que je dis paraître et faire preuve. On peut paraître spirituel, on ne peut pas paraître instruit. On est instruit ou on ne l'est pas. Sur ce point, il est difficile de tromper son monde. Est-ce à dire que la comédienne instruite soit un merle blanc et que je prétende l'inventer ?
Voilà qui serait plaisant. J'avance seulement que le niveau intellectuel de la comédienne me paraît assez bas de nos jours. À en juger par les mémoires du temps, par les remarquables études qu'Edmond de Goncourt nous a laissées sur Sophie Arnould et sur la Clairon, il semble qu'au XVIIIe siècle, les comédiennes étaient plus cultivées qu'aux nôtres. À mes yeux, le XVIIIe siècle représente l'âge d'or de la comédienne. Cette opinion peut être discutable, c'est la mienne. Nous la discuterons quand vous voudrez. Il y a eu au XIXe siècle des comédiennes très spirituelles, d'autres ont brillé par leur talent, voire par leur génie. La comédienne cultivée est l'apanage du XVIIIe siècle. En cette période d'études et de philosophie, on a souvent remarqué que les femmes jouèrent un grand rôle. À cette époque, disait Geoffroy, ce sont les femmes beaux esprits qui ont propagé avec le plus d'ardeur et de succès les nouveaux systèmes, dans le temps où leurs caprices faisaient loi dans la société. À la fin du XIXe siècle, et surtout depuis une vingtaine d'années, comédiens et comédiennes ont publié à qui mieux mieux leurs mémoires. Beaucoup d'entre eux ont même tâté de la littérature sous toutes ses formes, principalement du théâtre et du roman. Ne parlons que des mémoires. Avez-vous lu les mémoires des comédiens de la précédente génération? Avez-vous lu ceux de nos contemporains? Lecture amusante, facile, anecdotes parfois piquantes, mais en général que tout cela est plat, vulgaire, jamais un effort vers le mot juste, vers l'idée élégante. On sent qu'au hasard des souvenirs, les phrases ont été jetées sur le papier, sans style, sans autre souci que celui de conter sa petite histoire, sans avoir cure de fleurir sa pensée, de l'analyser, d'en corriger la hâtive expression. Partout apparaît l'absence de personnalité, et cependant les jeux et les moi éclatent à chaque ligne. Ces messieurs et ces dames ne quittent pas la scène une minute. Ils sont incapables de faire vivre une époque. Ils ne savent que nous jouer leur comédie improvisée. Je commettrais une lourde faute si de cette condamnation générale, je n'acceptais une femme qui a conquis la première place parmi les écrivains de ce temps, j'ai nommé Colette. L'admiration que je porte à son talent si original et si neuf, et les raisons que j'en puis donner ici lui sembleront superfétation dérisoire, après les éloges dont les plumes les plus autorisées l'ont justement comblé. L'hommage que je veux lui rendre ici gagnera à s'estomper de quelque discrétion. Encore ne m'en voudra-t-elle pas si j'observe qu'elle fut femme de lettres avant de monter dans le chariot de Thespis? Colette est une femme de lettres comédienne, ce n'est pas une comédienne écrivain. Sollicitées par les impresarii, assoiffées de réclames, les comédiennes ont accepté sans crainte de faire des conférences. Conférencières, c'est-à-dire en quelque sorte marchandes de savoir, de techniques professionnelles. Singulier courage que celui de s'asseoir en chair, alors qu'on devrait prendre place sur les bancs. Cela n'a aucune importance, me direz-vous, je ne suis pas de cet avis. Pour ma part, je ne me sentirai aucun goût de revêtir une robe somptueuse, d'aller m'installer derrière un tapis vert et de débiter avec placidité des choses dont je ne serais pas plus avertie que mes auditeurs. Les applaudissements flatteurs qui salueraient ma péroraison me gêneraient beaucoup et sonneraient l'ironie à mes oreilles. À ces propos, je dois avouer une faute personnelle. Il y a 2 ans, j'eus l'idée d'un sujet de conférence, le lit au théâtre. J'avais 2 mois pour penser à ma conférence. Je me mis immédiatement au travail quand je reçus un brusque coup de téléphone. Samedi, notre conférencier annoncé nous fait faux bond. Veuillez nous rendre le service de prendre son tour. Il me restait 4 jours pour abattre une besogne à laquelle je n'étais pas accoutumée. Pressée par le temps, j'eus la faiblesse de confier mes paperasses et mes intentions à d'obligeants amis. Ils coordonnèrent le tout et m'aidèrent à construire l'édifice de ma conférence. Elle fut fort bien accueillie, mais j'aurais préféré ne devoir le succès qu'à moi seule. Pareille aventure ne m'arrivera plus. Ma prochaine conférence, celle-ci d'ailleurs, sera de Marcel Irven pour la forme comme pour le fond. Ennemie lectrice, ne craignez pas de dire, dans cet aveu dépouillé d'artifice, j'aime à voir que du moins vous vous rendez justice. Avant de vouloir écrire, avant de vouloir parler en public, il importe que la comédienne sache lire. Vous comprenez ce que j'entends par savoir lire. Il ne s'agit point de l'acception rudimentaire du terme. Ah, la lecture. La lecture à première vue. La collation, la répétition du rôle. La compréhension du texte. C'est là que s'épanouit le défaut, partiel ou total d'instruction. C'est à cela qu'il faut remédier. La gamme de l'ignorance commence au café-concert et monte jusqu'à la Comédie Française. Elle change de ton. Voilà tout. Je n'ose vous affirmer qu'on rencontre des comédiennes illettrées parmi les pensionnaires et les sociétaires du théâtre français. Mais sans être illettrés, on peut être inculte.
On m'a conté qu'une sociétaire, arrivant en retard à la répétition, trouva cette délicieuse excuse « Pardonnez-moi, je suis comme Louis XIV, j'ai failli vous faire attendre ». Aussi bien pour l'ignorance peut-elle invoquer le glorieux précédent de la Champmeslé. Celle-ci demandait un jour à Racine d'où il avait tiré le sujet d'Athalie. « De l'Ancien Testament », répondit le poète. « De l'Ancien Testament » objecta l'actrice. « Ah, je croyais qu'on en avait fait un nouveau. » Il est certain que l'ignorant qui sait se taire ne sera jamais ridicule, comme l'ignorant qui veut paraître instruit. Ah, les sottes et insupportables gens qui parlent sans savoir, soutiennent des monstruosités, citent sans avoir lu, citent même du latin. J'ai connu une comédienne qui ne savait pas l'orthographe des mots usuels et qui chaque jour faisait une citation latine. Avant de quitter sa demeure, elle ouvrait la partie rose du Larousse et, au hasard, essayait de se fourrer une citation dans la tête. Elle s'appliquait aussi, bien entendu, à se souvenir de la traduction. Sitôt arrivée dans une réunion, elle n'avait plus qu'un but, placer son plat du jour. À propos de bottes, elle lançait, de peur de les oublier, ces quelques mots latins avec autorité, et cela va sans dire, sans leur ménager les écorchures. L'effet était toujours considérable. Un froid respectueux succédait à cette docte douche. Ah, Virgile, Horace, Ovide, quelle langue cette dame vous a fait parler avec la sienne. Au mal que j'ai essayé de décrire, il convient de remédier. L'art dramatique souffre plus qu'on ne croit d'être servi par des cerveaux sans culture, et ce n'est point une utopie que de demander et d'espérer un effort de ces terrains en friche. Ils n'attendent que la bonne semence. Aux comédiennes qui connaissent le bonheur de posséder quelques acquis, il suffit de conseiller « continuez ». Aux autres, la tâche sera rude. Qu'elles ne se rebutent pas, tendons-leur la main et guidons-les de notre mieux. Voyons, mademoiselle. Vous êtes fille de modestes ouvriers, dès que vous avez su le rudiment, vos parents vous ont fait quitter l'école et vous ont mis en apprentissage. Pendant quelques années, le menu gain de l'atelier a collaboré à la pot-bouille familiale. Vous grandissez, vous devenez coquette, puis ambitieuse. Vos nuits sont hantées par des visions de succès et de gloire. Vous rêvez de monter sur les planches et, selon la touchante expression du vieux Brunet, de mourir dans un quinquet. Et surtout, vous rêvez de belles robes, de beaux chapeaux, comme ceux que vous confectionnez pour mademoiselle X et qui coûtent si cher. Ah, être comme cette demoiselle, belle, rieuse, applaudie, et traîner tous les cœurs après elle. Et un beau matin, en vous éveillant, vous poussez le grand cri « Je veux faire du théâtre !» Il ne m'appartient pas de discuter si vous avez tort ou raison, et je me garderai de vous peindre le tableau des déboires et des désillusions de la carrière. D'autres perdront leur temps à ce soin. Inutile, puisque votre volonté transgressera tous les avertissements. Qu'allez-vous faire? Vous présenter au conservatoire? C'est le chemin le plus long. Nous l'examinerons tout à l'heure. Vous êtes pressé. Quelques conseils, quelques leçons, une audition, une utile recommandation. Vous débutez. Tout d'abord, je vous prie, n'occupez pas de votre esprit dès le matin à poursuivre le feuilleton de votre journal. Je sais bien parbleu que les Pardaillans et les Chéribibis sont des héros admirables dont les aventures font les délices de votre imagination romanesque. Modérez ce régal. D'autres lectures sont urgentes pour vous et dont vous ne tarderez pas à découvrir les attraits avant que d'en pénétrer les beautés. Il me semble que votre curiosité devra se porter tout de suite sur nos 3 grands classiques, Molière, Racine et Corneille, puis sur le grand romantique Victor Hugo. Quand vous aurez lu et relu ces auteurs cardinaux, vous reviendrez au point de départ de notre littérature dramatique et lentement, avec patience et méthode, vous cheminerez à travers toutes les époques, toutes les écoles et tous les genres. Vous ne lirez pas tout, qui peut se vanter d'avoir tout lu, mais vous lirez un peu de tout. Après avoir choisi vos lectures, choisissez vos relations. Fuyez autant que vous le pourrez les esprits superficiels, ceux et celles qui ne savent vous entretenir que de la dernière grande nouvelle et du tout frais petit potin. Entendez poliment, n'écoutez pas. Recherchez la compagnie des esprits cultivés et ne manquez point une occasion de vous rendre en une société de gens instruits par l'étude, l'expérience et le métier. Si vous êtes résolue, mademoiselle, à passer par le conservatoire, si vous êtes admise à suivre une classe, les précédents conseils conservent leur valeur. Mais surtout, ne perdez pas de ce point de vue. Le conservatoire est une école, surtout une école, et non un tremplin, un moyen d'arriver. On ne s'émeut pas assez du cas de ces incultes qui se présentent au conservatoire. Ils sont admis, suivent les cours, en sortent avec une récompense. Et je le crie bien haut, plus dangereusement incultes qu'à leur entrée, puisqu'ils se figurent savoir quelque chose. Qu'ont-ils fait? Rien.
Ils ont ressassé pendant des mois et des années 2 ou 3 scènes, toujours les mêmes, leurs scènes de concours, c'est tout. En rencontre-t-on parmi les élèves du conservatoire de ces perroquets adroits dont parle Tristan Bernard? Je puis affirmer que telle élève tragédienne décroche par exemple son premier prix dans les imprécations de Camille et n'a jamais eu le cœur ni la curiosité de lire Horace en entier. Elle ne connaît que sa scène. Aussi bien voyons-nous débuter au Français ou à l'Odéon, auréolés des lauriers de leur premier prix, des Andromaques, des Hermiones, des Phèdres, des Bérénices et des Chimènes, se promenant pendant 5 actes dans l'incohérence et le non-sens. À qui la faute? Ne faut-il pas sur ce point incriminer quelque peu les professeurs, souhaiter que les programmes et surtout les concours du conservatoire soient réformés? Je m'étonne qu'on n'exige pas d'un comédien ce que l'on exige d'un pianiste ou d'un violoniste. Le jury se rendrait compte des connaissances générales d'une comédienne qu'il prierait de lire ex abrupto une scène de Marivaux après qu'elle aurait triomphé dans une scène de Régnard. De même, un tragédien superbe dans Rodrigue se verrait convié à lire au débeauté, si je puis dire, une scène d'Antony. Le jury ne pourrait réclamer la perfection dans ces sortes d'épreuves, mais y puiserait de précieux renseignements sur l'intelligence des candidats et sur leur connaissance générale des textes. Énoncerai-je une vérité de la palisse en disant que pour savoir bien lire, il faut avoir beaucoup lu? Cela n'aura plus l'air d'une naïveté si j'explique que chaque époque a son style et que chaque époque marque une transformation de la langue. Attention, mademoiselle, qui passait de la cigale à l'Odéon. Si vous voyez dans Tartuffe, par exemple, que Valère est un amant généreux, ne le confondez pas avec votre monsieur sérieux. Un comédien qui ignorera les époques et les styles sera un pitoyable lecteur et souvent un médiocre interprète. Je mettrai un terme à tous mes desiderata quand j'aurai transcrit ces lignes d'Alphonse Daudet. Une fois sortis du conservatoire, tant bien que mal, casés et appointés quelque part, nos jeunes gens croient tout savoir et ne travaillent plus. C'est pourtant alors que devraient commencer pour eux les études sérieuses. Mais combien sont-ils qui s'intéressent à tout cela? Le choix d'une faiseuse ou d'un tailleur, la coupe d'une perruque ou d'une paire de guêtres, voilà ce qui enfièvre nos jeunes artistes au moment d'une création nouvelle. Ils croient avoir tout fait quand ils abordent la scène avec un bon costumier et une mémoire infaillible. Qu'y a-t-il d'étonnant que l'exécution se ressente d'une pareille indolence? Il en coûte plus que cela, Dieu merci, pour devenir un grand artiste. Et c'est ce que les débutants ne se figurent jamais assez. Ah, me dis-je en relisant tout ce grimoire, quel ton pédagogique, que vont penser mes lecteurs qui s'attendaient sans doute à plus de bonne humeur et de badinage. Mais je me suis laissée entraîner à ce volumineux prêchi-prêcha par les nécessités d'une question que l'on ne peut traiter par des boutades souriantes. Dieu me garde et qu'il vous garde de verser dans le travers des pédantes et des précieuses ridicules. Que je m'en voudrais de passer à vos yeux pour une Philaminte, moi que le théâtre, contre mon goût, semble plutôt voué aux Martines. Assurez-moi que cela n'est pas, et convenez pourtant avec moi que Philaminte et Armande furent les premières éclaireuses. Elles éclairaient mal, voilà tout. Vous est-il malaisé d'entrevoir avec moi désormais les avantages que la comédienne pourra tirer de sa culture intellectuelle? Au point de vue du métier et de l'art, je ne puis énoncer ces avantages sous peine de me répéter. Au point de vue moral et social, c'est-à-dire au point de vue étroitement féministe, devrais-je plus insister? Mieux instruite, la comédienne sera plus respectée. Aux déclarations qu'elle reçoit, à peine correctes, souvent grossières, voire cyniques, d'un ton familièrement insultant, elle saura répondre spirituellement, dignement, et donner d'elle à ses effrontés soupirants une autre idée que celle qu'ils s'en font. L'actrice a écrit Diderot, qui a contre ses mœurs l'opinion qu'on a conçue de son état, ne saurait trop s'observer et se montrer élevée. Son élévation intellectuelle lui donnera justement droit enfin aux distinctions honorifiques. Pouvez-vous féliciter sans sourire ces théâtreuses ignares qui reçoivent les palmes académiques? Tant d'institutrices dévouées, tant de femmes méritantes sont dignes de ce pauvre ruban violet qui s'étale sur des seins trop précisément récompensés. Ce sont eux, les vrais officiers d'académie. On est dégoûté des honneurs par ceux qui les reçoivent, c'est écrié Goncourt. Allons, mesdemoiselles, avant d'accepter le grade d'officier, faites vos classes. Le relèvement intellectuel, voilà le but de la comédienne devant le féminisme. Comédienne d'aujourd'hui et de demain, mes sœurs, méditez tout cela.